Ta, 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 ta. Tout, 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 tout. Ta, 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 da. Ba da da di, ta da 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 di di. Ta, ta, ta da. Ben quoi? C'est Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathustra. C'est une référence à Nietzsche, à son poème. Et on va parler de Nietzsche tout le long. Mais bah ouais, c'est où je monétisais pas ma vidéo. Et ça fait 50 heures que je suis dessus. D'ailleurs, je vais la faire en 2 parties. Ou alors, je trouvais un moyen, un peu cheap, d'introduire la musique. Alors, il y en aura d'autres de musique, il y en aura 4. Mais voilà, donc ça, c'est Richard Strauss. Ainsi parlait Zarathustra. Et on va le voir, là. Cette musique a son importance parce qu'elle ouvre. Elle ouvre le bal, elle ouvre les cycles, elle ouvre. Elle ouvre et elle ferme. On va parler de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce chef-d'œuvre, ce conte métaphysique, comme j'aime à le dire. Si vous avez rien compris au film, bah venez, je vous explique. Et sinon, bah venez quand même. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille quand même d'aller le voir une fois ou deux avant. Et puis vous pourrez toujours le revoir après cette vidéo, parce qu'on ne s'en lasse pas. Moi, je l'ai revu, j'ai lu le roman. Là, l'écran noir que vous avez, bah, c'est le début du film. Mais on va y revenir, c'est le début du film. Un film essentiellement fait de silence, d'images, de musique aussi, paradoxalement, mais peu de dialogue. L'une des musiques avec celle de Richard Strauss, c'est la musique de Ligeti. Alors je vous la fais pas, mais allez voir un petit peu lorsqu'apparaît le monolithe dans le film. Vous allez entendre, ça fait un petit bourdonnement angoissant et une musique assez bizarre, assez angoissante. On ne sait pas d'où ça vient, c'est à côté, c'est une autre dimension, c'est des gens qui chuchotent. Une musique de possédé. Au-dessus de nous, à côté de nous, on ne sait pas. Comme un bourdonnement d'insectes, d'abeilles ouvrières, œuvrant ou se préparant à le faire. J'ai pris le terme abeille à escient, puisque tout le film est truffé de toute manière de symboles qui vont nous rappeler d'autres symboles, qui vont nous rappeler les abeilles des francs-maçons, le grand œuvre, comment œuvrer, mais qui vont réunir beaucoup de choses et réussir à les synthétiser. Alors c'est ainsi, hein, donc c'est un écran noir, on va le voir par la suite. Et on va surtout l'expliquer, c'est par un écran noir, par de longues minutes, hein, pendant 1 minute 12, rien, silence. Puis là, cette musique-là de possédé, c'est ainsi que démarre ce chef-d'œuvre de la science-fiction, ce chef-d'œuvre tout court, tant par la réalisation que par le message qu'il véhicule. Alors le message, on va le voir, la réalisation c'est simple, hein. Vous verrez l'essentiel des films, lorsque vous décortiquez le scénario est assez simple. Après, on utilise 2-3 techniques, mais c'est la réalisation qui fait un film. Parce qu'il y a des très très bons films avec des idées toutes simples, quelques techniques, et puis hop, et puis quelquefois même, il n'y a même pas de technique utilisée, quoi. C'est narratif, c'est chronologique, et c'est la réalisation. Et là, la réalisation, elle est magnifique. Elle est magnifique. Le message, lui, il est simple, il est ambigu en même temps, il est clair et crypté, c'est un message fait de verbes, mais surtout, parce qu'il y a très peu de dialogue, on va le voir, c'est un message fait de silence très long, mais heureusement qu'il y a les images, la musique, les symboles qui viennent assister ces silences, et tous ces langages expriment beaucoup mieux en fait le message véhiculé que ne pourrait véhiculer le dialogue. Le dialogue rendrait ça tout plat. C'est un film dense, hein, donc en matière de symboles. On a affaire à un véritable conte métaphysique, difficile à raconter. Tant tout est important dans ce conte. Chaque élément, chaque prise de vue, chaque silence, chaque absence, chaque présence, ce que tu veux, tout est important. Donc le mieux, c'est de le revoir avant et après cette vidéo. Comme ça, vous serez peut-être beaucoup plus à même de la comprendre mon analyse. Donc moi, après avoir vu et revu plusieurs fois le film, après avoir lu le roman et les suites, et après avoir vu surtout tout un tas d'analyses très pertinentes, je vais essayer d'apporter ma touche personnelle et de vous livrer mon analyse, hein, qui m'a pris quand même un certain temps, parce que le problème, c'est que plus tu analyses, plus tu as des éléments qui arrivent, plus tu trouves des trucs, et plus tu retrouves d'autres trucs, et ainsi de suite. Donc à la fin, tu te retrouves avec 50 pages. C'est à peu près ça, 50 pages de brouillon, ouais, pas 50 feuilles, 50 pages.
Mon analyse, elle va surtout servir, parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est une énième analyse. Bah, déjà, je vais introduire des éléments personnels, des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été vues, ce qui m'étonne d'ailleurs. Et ce qui me permet de les voir, c'est le chemin transversal que je fais depuis plus d'une vingtaine d'années, et qui me permet de naviguer d'une discipline à l'autre, d'un champ de savoir à l'autre. Donc ça me permet très vite de faire les liens. Et là, on va les faire, les liens avec la science, la religion, l'ésotérisme, encore une fois. Ça donne à ceux qui sont en cheminement une technique, une méthode pour retrouver le message, se guider. Alors, est-ce que le message est vrai ou pas? En tout cas, c'est le message qui apparaît depuis le début de l'humanité, fragmenté ou en entier, mais qui apparaît à chaque fois. Voilé ou pas, mais il est là. Il est très peu voilé, puisque quand on fait l'effort, de toute manière, il se dévoile. Vous verrez qu'on peut décortiquer culturellement les films, les œuvres, comme fait un peu Alan Duke, et trouver des pistes de réflexion intéressantes qui nous permettent de poursuivre le cheminement. Des pistes qui, quelquefois, alors là, c'est formidable, parce que ce film est un élément de réflexion, et c'est une synthèse de tous les éléments de réflexion qui nous concernent. Il est à la fois le tout et la partie. Il est fractal. Non, mais c'est ça qui est terrible. Et ça, c'est de moi, cette analyse. Voilà, ça c'est la première chose. Il synthétise tout un tas de choses, tout un tas de courants, tout un tas de choses qui semblaient irréconciliables. Et on va le voir, hein, on y vient là, c'est seulement l'introduction. Il synthétise tout ça et en même temps, c'est un élément d'analyse. Le tout est dans la partie, on retrouve encore cette autosimilarité. Enfin, non, pas cette autosimilarité. Elle existe effectivement, mais on ne la retrouve pas là-dedans. Non, le côté fractal, donc une référence aux mathématiques. Vous voyez, on peut faire des maths avec avec du cinéma. Et le cinéma, ce n'est ni plus ni moins que la synthèse de tout un tas d'arts. L'oral, le visuel, de tout un tas de sens. Peut-être pas l'olfactif, quoi qu'il y ait des cinémas pour ça. Et ainsi de suite. Toujours pareil, hein, synthèse, analyse, le 1, la diversité, toujours les mêmes symboles, toujours les mêmes principes. Hein. Le film, pour la petite histoire, on est en 68 quand il sort, en avril 68, on est en plein apogée du New Age et du scientisme. On se défait, on s'éloigne des religions, on ne croit plus aux religions. On se défait du carcan des décennies, enfin des décennies précédentes où la société était très conformiste. Et par contre, on croit en la science, en le scientisme. Le scientisme domine. Et paradoxalement, le New Age aussi. Hein. Ils se ressemblent, mais c'est pas la même chose. Ils sont antinomiques. L'un et l'autre marchent très bien. On le voit. Il suffit d'aller voir les séries de cette époque. Vous allez voir, ils ne startent pas de def. L'autre, elle a un cristal. L'autre, enfin bon, bref. On est en pleine conquête de l'espace. Il y a déjà des Apollo qui sont partis, pas sur la Lune. Je ne sais même pas s'il y a eu une première rotation autour de la Lune, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Les Russes, pareil. Donc le film a été initié en 1964 et devait sortir en 1966, mais il ne sort qu'en 68 parce que Stanley Kubrick, c'est un film de Stanley Kubrick, vous l'avez compris, Stanley Kubrick voulait un maximum de réalisme et donc il y a eu 2 années de post-production. Pour ce film, il a collaboré avec une vingtaine de grandes firmes comme la NASA, comme IBM, qu'on va retrouver sous la forme de HAL, même s'il nie que HAL, qui dans le film s'appellera Carl, ça aussi on va en parler, même s'il est nié que HAL soit IBM, lorsqu'on prend chaque lettre et on décale de 1, on retrouve IBM, et puis il y a tout un tas aussi d'indices, comme la chanson, lorsqu'il est débranché, la chanson des Ibel, qui a été chantée par le premier ordinateur IBM en 61. C'était la première fois qu'un ordinateur faisait passer une chanson. Donc les références sont telles que on se demande pourquoi il nie d'ailleurs. Je pense qu'ils ne voulaient pas affecter... parce qu'ils sont très taquins dans le film, vous allez voir. Hein. Ils attaquent d'une manière voilée quand même ceux qui leur permettent de produire le film, puisque c'est un film qui est produit par Babylone. Hein. Hollywood, c'est Babylone. Et en même temps, dans Babylone, apparemment, il y a des gens qui jouent double jeu. C'est intéressant, c'est une piste de réflexion. Le réalisme, oui, il a voulu le réalisme. 2 années de post-prod, travailler avec toutes les firmes de la Terre pour que ce soit hyper réaliste. Et curieusement, le film qui est aux 3/4 réaliste au départ, à la fin part dans l'allégorie, part dans le... Certains y ont vu un trip. Bon, je trouve ça maladroit comme analyse. Non, c'est quasiment... à mot couvert, il t'explique un tas de choses que je vous expliquerai lorsqu'on arrivera à la fin, puisque je ne vais pas tout dévoiler à l'intro, sinon ce ne serait pas une intro, ce serait une partie, ça ne servira à rien. De poursuivre.
L'allégorie de la fin du film, oui, elle est inexplicable au vu du réalisme des trois quarts. Mais je pense que c'est pour voiler finalement le message, hein. Il y a une démarche gnostique, je dis pas que le film est totalement gnostique, mais il y a une démarche gnostique de la part de Kubrick et de Arthur Clarke, qui est le second, qui a écrit le roman, hein, en parallèle. Ils ont voulu délivrer un message à certains pour qu'ils le comprennent, sans que d'autres, le profane, ne le comprennent, et sans heurter ceux qui étaient visés de manière négative par le message, je ne sais pas si vous me suivez, c'est-à-dire Babylone, qui pourtant leur permet de produire, puisqu'ils travaillent dans Babylone. Nous sommes dans Babylone, nous sommes dans un monde dont le prince n'est pas forcément notre ami, puisqu'il est là pour nous limiter et nous diviser. Ça reste quand même un film gnostique dans la mesure où il y a cette idée d'élévation par la connaissance, de savoir qui se mérite après un sacrifice et après une épreuve. On va le voir aussi. Mais ce n'est pas que ça. D'ailleurs, ce côté, le savoir mérite un sacrifice, et il faut passer une épreuve, ça rappelle un peu la physique et un principe plus global qui veut que, notamment par exemple la quantique pour les particules virtuelles qui apparaissent, qui disparaissent, lorsqu'elles apparaissent, elles prennent de l'énergie au milieu, elles le restituent à la fin. C'est un petit peu une sorte de principe binaire ou ternaire, parce qu'il y a le point d'équilibre, qui veut qu'à chaque fois que nous voulons quelque chose, nous devons sacrifier quelque chose, du temps ou autre chose. Le cheminement gnostique, c'est du sacrifice, c'est tout un tas de choses dont tu te prives, c'est un travail que tu fais, voilà, et ce sacrifice-là permet le voyage, permet l'élévation par la connaissance. Alors je regarde. La NASA, voilà, c'est marrant, parce que c'est contradictoire. La NASA, on l'accuse de tous les maux. On l'accuse de servir Babylone, c'est-à-dire l'archonte, c'est-à-dire le serpent. D'ailleurs, son logo évoque un serpent. Alors vous allez me dire, mais il ne peut pas être gnostique et travailler pour l'archonte. Elle est là, l'ambiguïté, déjà, là, dès le début. Elle est déjà là. Là, moi, je le relève. Personne d'autre ne le relève, mais moi, je le relève. C'est flagrant, ça te saute aux yeux. La NASA, mais... déjà, on dirait deux factions de ceux qui nous dirigent. Une faction qui veut nous aider par élévation, par la connaissance, puisqu'elle est elle-même incitée à le faire par quelque chose, un principe premier, une intelligence suprême bien au-dessus de tout, et de l'autre côté la faction qui elle nous limite et qui veut que nous restions sous sa coupe. La NASA, curieusement, alors je fais une petite digression, mais on a tendance à dire la NASA nous cache des choses. Et si la NASA et toutes les entreprises qui gèrent l'espace n'étaient pas là que pour nous empêcher de conquérir l'espace, nous limiter, en faisant croire que c'est très compliqué. Elles prennent la place, peut-être d'organismes de recherche qui auraient compris, parce que c'est pas très logique de nous faire croire qu'elles ne peuvent pas faire tout un tas de trucs, et c'est pas très logique au vu de nos technologies en 2018 de nous faire croire qu'elles ne peuvent pas, ne serait-ce que coloniser le système solaire avec des machines, je ne parle pas d'humains, surtout que les enjeux sont énormes, hein. Celui qui gagne la course à l'espace a gagné la partie, hein. Alors, la NASA et Kubrick qui vont travailler ensemble une nouvelle fois, et on le verra lorsque sera diffusé le film Gag, enfin qui se voulait Gag, sur la conquête de la Lune, qui ne sera en fait qu'une conquête tournée en studio par Kubrick. Le problème, c'est que ce film-là a été compris au premier degré. Tout le monde a dit, regardez, il nous dévoile le message. Effectivement, ça peut aussi sembler... ça pourrait l'être, une ironie de Kubrick qui se sert de l'archonte et du système de l'archonte et de la télévision pour vous dire, regardez, je fais un film gag pour dire aux gens, c'est un gag, on est vraiment allé sur la Lune. Et en même temps, balancer le vrai message qui est peut-être que tout ça, c'est une fumisterie parce qu'on ne veut pas qu'on aille dans l'espace. Et c'est ce film-là te montre l'homme qui arrive à repousser les horizons, son champ de conscience déjà, mais ses horizons physiques, la nuit, puis l'espace, et ça dérange ceux qui le géraient, ceux qui étaient là, qui en vivaient, ceux qui avaient besoin de lui et qui sont les gardiens du seuil, mais de la sortie. Donc on va parler de message au 3e degré pour ce film gag. Stanley Kubrick va travailler pour ce film avec Arthur Clarke, l'écrivain. Ils écriront en parallèle le roman du même nom. Ce roman-là est très utile puisqu'il nous permet de comprendre tout un tas de passages où il n'y a pas un dialogue, hein, le roman est narratif. Il aide à la compréhension du film. Ce que je ne m'explique pas, c'est qu'il y a des différences entre le film et le roman, et encore une fois, alors ça fait version ésotérique, mais on a l'impression qu'ils ont voulu voiler une seconde fois le film, parce qu'il était plus grand public, pour balancer le message sans froisser ceux qui leur permettaient d'envoyer ce message à tout le monde. Pourquoi ?
Il y a des différences qui ne s'expliquent pas. Dans le film, c'est Jupiter. Et on verra que si on laisse Jupiter, le film ne va pas. Il y a une énorme contradiction. Dans le roman, c'est Saturne. Et là, ça correspond parfaitement à l'analyse, en tout cas l'analyse que je vais vous livrer. Là, elle rentre pile poil. On a toutes les pièces du puzzle. Les sorties de poule, une ou deux, peu importe. Pourquoi deux sorties, pourquoi une sortie, pourquoi des différences. Bon, mais ça, c'est pas très important. Non. Le plus important, c'est par exemple avoir appelé Karl dans le film, dans la version francophone, alors qu'il s'appelle HAL 9000. C'est important. Le monolithe dans le film, le monolithe qu'on verra tout le long du film, qui apparaîtra à 4 reprises en tout cas, mais qui nous donne l'impression d'être là tout le temps. Ce monolithe est noir, alors dans le roman, c'est un monolithe translucide, cristallin. Ce qui explique mieux le film, certaines parties du film, notamment quand le verre cristal se casse à la fin. Ça signifie quelque chose, une rupture d'équilibre, la rupture de l'harmonie, la fin d'une vie, pour renaître ensuite, vous le verrez. Il se dit même que ça aurait dû être des pyramides à 4 faces, des doubles pyramides à 4 faces qui forment des joyaux, des pyramides évoquées. Vous voyez pourquoi c'est la différence? Si ce n'est pour cacher quelque chose. Mais on va y venir encore une fois. Non, là, c'est comme si Stanley Kubrick travaillait pour les Archontes, cohabitait avec eux, mais n'était pas eux, mais était plutôt la faction. Vous voyez, c'est comme si ils étaient tous Anunnaki, mais tu avais la faction d'Enki et la faction d'Enlil. Et Enlil dirige depuis X temps, et c'est lui qui a la main qui commande, donc les autres travaillent discrètement, comme des initiateurs de Prométhée, à donner un savoir pour les humains méritants. Deux factions qui sont obligées de cohabiter ici. C'est bizarre, hein? Parce que ça m'a toujours gêné, ça. Par contre, si tu remplaces par des programmes qui cohabitent et qui ne font pas la même chose, voire même qui sont antagonistes, là, ça prend plus de sens. Mais bon, là, on va parler du film, hein, qui fait référence à l'informatique de toute manière tout le long, hein, ne serait-ce qu'avec Hal ou même la fin. Donc voilà, donc on a l'impression que Kubrick, en brouillant une nouvelle fois les pistes entre le roman et le film, crypte la vérité encore, hein, ou alors qu'on lui a imposé de la crypter, tout simplement. Pourquoi changer le nom? Pourquoi Hal, Karl? Je vois pas, je comprends pas. En même temps, Karl, c'est Charles, c'est un nom de roi, il me semble. Hein. Il y a un symbole de royauté. Et c'est marrant parce qu'il rappellera l'Archonte, mais bref. Voilà, monde de dualité. Donc le roman, lui, verra 3 suites, hein, 2010, 2061 et 3001, l'Odyssée finale. Le 2061 sortira en 88. Et l'autre en 97. Le film connaîtra des suites aussi, notamment en 2010, l'année du premier contact. Ça, c'était pour la petite histoire. Alors l'histoire, là encore une fois, c'est très intéressant, hein, de donner le contexte pour mieux comprendre et mieux analyser. L'histoire s'inspire de plusieurs nouvelles d'Arthur C. Clarke. La première, c'est La Sentinelle, une nouvelle de 51. Alors dans cette nouvelle, des alarmes sont posées par une intelligence supérieure, et l'une d'elles lui indique, en sifflant, que l'humain est arrivé à un seuil, l'espace. Voilà. Elle le dépose aux 4 coins de la galaxie pour que, dès qu'une espèce arrive à un certain seuil d'évolution, le maître apparaît, j'ai envie de dire. La seconde nouvelle s'intitule Les Enfants d'Icare, 53, toujours pareil, hein, du même auteur. Des extraterrestres que l'humanité appelle des overlords, des surseigneurs. Ça rappelle les Anunnaki. Arrivent sur Terre et apportent leur science avancée pour la pacifier. Ils ont été missionnés par une entité supérieure de pure énergie. Ouais, ça rappelle les Anunnaki et la source. Allez voir les œuvres d'Anton Park. D'Anton Park, pardon. Voilà, tout ça pour dire que c'est un film d'initié, hein, mine de rien. Cet esprit de pure énergie s'appelle, lui, le maître-esprit, Overmind. Et il vit sur un plan supérieur. Vous voyez, si on reprend les idées de simulation, on comprend mieux cette histoire de plan, de dimension, de monde adimensionnel. Et si tu es sur un logiciel et que tu es téléchargé ou que tu es en train de jouer et que tu lances un autre monde à côté qui n'a rien à voir, c'est 2 dimensions parallèles, mais tu ne peux pas faire passer de l'un à l'autre. Vous voyez, avec l'informatique, on explique ce concept de dimension beaucoup plus facilement. On comprend mieux pourquoi il pourrait y avoir une dimension sans qu'elle ait forcément, pour nous en tout cas, sans qu'elle existe physiquement. Donc ce maître-esprit de pure énergie vivant sur un plan supérieur veut amener l'humain à fusionner avec lui. On rejoint la Kabbale qui veut récupérer toutes les étincelles pour les fusionner à la source.
On rejoint le New Age, on rejoint l'ésotérisme, on rejoint tout. Là, encore une fois, la science qui Big Bang, Big Crunch à la fin, c'est l'une des hypothèses, le Big Crunch. Le retour à la source, comme un peu une simulation qu'on éteint et toutes les données reviennent sur le disque dur où là elles sont stockées. Alors là, on va observer les titres qui furent envisagés après avoir cité les sources d'inspiration. Les titres envisagés, ben, c'est marrant, ils parlent d'eux-mêmes aussi. Alors, on a un premier titre en anglais qui est Journée Beyond the Stars, par-delà les étoiles. Le second titre de travail, c'était Universe. Le troisième titre, Tunnel to Stars. Et le quatrième, Planetfall. Donc, on parle de quoi? D'univers, d'étoiles, de planètes. Ça se contredit un peu, hein. Surtout que dans le film, on verra qu'on parle de tout ça et qu'on dépasse tout ça. Donc le titre qui a été retenu, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Et là, il faut s'arrêter déjà sur le 2001. Pourquoi 2001? Puisque on est en pleine époque New Age. 2000 pour eux marquait la fin d'un cycle. 2001 était un nouveau cycle, ce qu'on a appelé le millénium dans les années 90. Et ce serait un cycle scientiste, l'espace, les voitures qui volent, tout ça, les perruques volantes. Puis 2001, c'est une époque par rapport à 68 où les gens se disent, bon, j'y arriverai peut-être, ou mes enfants. Donc elle était à la fois lointaine et à la fois proche, suffisamment pour les concerner, pour que le film les concerne. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est la suite, l'Odyssée de l'espace. C'est pas l'espace qui fait son Odyssée. Là, je comprends pas. Je suis même allé voir le titre en anglais. Je comprends pas. Quand on parle d'Odyssée pour Ulysse, parce que c'est une référence à Homère, l'Odyssée de l'espace, c'est une référence à la mer, et on voit l'espace comme une nouvelle mer, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, la mer, les ondes, l'espace, les ondes, voilà, électromagnétisme, H2O en dessous. Mais c'est pas l'espace qui fait son Odyssée, c'est l'homme, c'est l'humanité, par le biais de Bauman, c'est l'Odyssée de l'homme dans l'espace-temps plutôt. On parle d'Odyssée d'Ulysse à travers la Méditerranée, on ne parle pas l'Odyssée de la Méditerranée. Pourquoi une telle erreur? Est-ce que c'est une mauvaise traduction? J'ai du mal à comprendre. Ou alors est-ce que c'est pour préciser le rôle de l'espace là-dedans? Je sais pas. On met en avant ce dernier plus que l'homme dans ce titre. Je comprends pas. Ouais, je vous rappelle que le film a mis le temps pour sortir, qu'il y a eu du budget, que c'est Kubrick qui voulait quelque chose de très réaliste. Je les vois mal se louper sur le titre. Pourquoi pas l'Odyssée de l'homme, puisque c'est l'Odyssée de l'homme, à travers différents espaces. Les titres de nouvelles, c'est pareil, elles se contredisent. Vous voyez qu'il y a des choses à dire déjà bien avant de démarrer l'histoire. Est-ce que c'est l'homme, l'espace? Alors, ce film fait une référence tout le long à l'espace-temps, à la relativité, aux différents référentiels, de manière indirecte, hein, mais il fera référence à la mécanique quantique aussi à la fin. Toujours pareil, hein, de par les propriétés, en tout cas qu'on a pu observer en étudiant la mécanique quantique, on les retrouvera dans cette chambre. Planète, étoile ou au-delà, ben c'est au-delà, Jupiter ou Saturne, vous voyez, il y a toujours cette ambivalence. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc densité de symboles, hein, faux paradoxe, précision, intuition. C'est un film New Age, c'est un film scientiste, aux trois quarts. Mais c'est un film qui réussit à réconcilier Nietzsche. Parce que Nietzsche, le mythe du surhomme, y est, mais il réconcilie Nietzsche avec la religion. Or, Nietzsche s'oppose à la religion. Il réconcilie la religion avec la métaphysique. Il réconcilie la métaphysique avec la mythologie. Il réconcilie tout ça avec la physique. Et en fait, il termine le cycle à sa manière, en fait, en livrant un message universel. C'est un film luciférien, c'est un film osirien, c'est un film christique, puisqu'on retrouve toujours cette idée de mort et de renaissance, mais à un étage supérieur, hein, qu'on a vu dans l'école des mystères, l'école d'Éleusis, ça fait les mystères d'Éleusis, qu'on a vu à travers le Christ aussi, qui meurt et qui ressuscite. On retrouve toujours ça, toujours ces cycles. Nietzsche, c'est simple, c'est le mythe du surhomme et c'est le mythe de l'éternel retour du temps, d'un temps cyclique. Cycloïdal, j'ai envie de dire, puisque le cycle qui arrive est toujours supérieur au cycle qui le précède. C'est un film qui va peut-être nous donner des pistes, hein, en tout cas qui résume bien ce message qui a été donné à l'humanité, qui va peut-être nous donner des pistes sur notre rôle, partiellement, en tout cas sur ces plans, sur le cadre dans lequel on est, et sur tous les autres, là, ceux qui nous intriguent, qu'on ne voit pas et qui interviennent tellement.
Donc on va commencer par le commencement. Moi, je vais vous narrer le film en le commentant, en élargissant tant que je pourrai. Je reviendrai ensuite sur certains points importants, le monolithe, Hal et l'homme, hein, que j'appelle le bon, la brute et le truand, parce que c'est un petit peu ça. Voilà.